Bonsoir, bienvenue dans Le Monde en face. Alors que le monde agricole est en pleine crise, de nombreux Français choisissent chaque année de changer de vie pour devenir paysans. Certains s'installent en collectivité pour unir leur force de travail, d'autres décident de devenir bergers au cœur de la ville ou de devenir maraîchers. On les appelle les néo-paysans. Ils sont attirés par une agriculture respectueuse de la vie et ils viennent grossir les rangs d'agriculteurs de souche qui, eux aussi, remettent en question les pratiques de culture intensive. Ce soir, c'est un très beau film plein d'optimisme, de solidarité et d'humanité que vous allez voir. Des portraits d'hommes et de femmes en quête de sens qui veulent contribuer à changer la planète à leur échelle. Voici Le Champ des possibles, réalisé par Marie-France Barrier. Je vous retrouve juste après avec mes invités pour continuer à parler de ces néo-paysans, une nouvelle espèce en voie d'apparition. À tout à l'heure. Qui n'a pas un jour rêvé de changer de vie? Certains l'ont fait, pour devenir paysan. Mais quelle drôle d'idée! La crise frappe de plein fouet le monde agricole, et un agriculteur sur deux vit avec moins de 350 € par mois. Pourtant, une poignée d'irréductibles fait le pari de donner un nouveau souffle à ce monde en déclin. Il y a ces néo-paysans qui viennent des villes. Et puis il y a ces anciens qui changent leurs pratiques pour se reconnecter à la nature. Tu files? Allez. Allez, nounou. Ces pionniers réinventent l'agriculture pour en faire un métier d'avenir. Ils explorent le champ des possibles. Cette histoire commence ici, dans cette petite prairie du Calvados. Il y a encore quelques mois, Pierre était pilote de ligne. Après 20 ans passés dans les nuages, c'est sur ces 3 hectares cachés dans le bocage qu'il a décidé de remettre les pieds sur terre. Tu peux pas le mettre un peu dans la longueur? Dans la longueur? Pierre construit lui-même sa ferme, sans regret pour sa vie d'avant. Il réalise son rêve, devenir paysan. Oh, il veut la raccourcir. Allô? C'est bon? J'étais arrivé à un moment de ma vie où mettre 15-20 tonnes de pétrole dans mon avion pour aller emmener d'un aéroport en France à Venise, par exemple, 180 passagers n'avait plus aucun sens dans ma vie. Ça rime à rien, on n'a qu'une quantité limitée de ressources sur la planète et on est en train de les détruire sans se préoccuper de ce qui se passera demain. Et ça, je peux plus vivre avec, ça ne me satisfait pas du tout et je sais que pour mes enfants, c'est pas l'avenir. C'est bon! Et puis même pour moi, j'ai que 40 ans et je suis loin de la fin, j'espère. L'idée de pouvoir nourrir les autres, c'est quand même une idée extraordinaire. C'est quand même quelque chose de magnifique. Donc c'est cet ensemble que j'avais envie de faire. J'avais envie de passer d'un extrême où je détruisais la planète à l'autre extrême où j'essayais d'améliorer la planète. Donc je voulais pas seulement arrêter de l'abîmer, je voulais en plus faire quelque chose pour la rendre plus belle. Pierre a pris cette décision en famille. À 16 ans, son fils Thomas fabrique déjà ses ruches. Il a un super projet, mais d'un autre côté, j'ai dû trouver ma place. Et après, l'idée de planter des légumes, c'est bien, mais les légumes sans abeilles, ça pousse pas. Donc naturellement, moi, j'ai voulu avoir des ruches. C'est une façon de vivre complètement différente parce que papa, il était pilote de ligne. Donc certes, on mangeait bio, on a toujours vécu avec un jardin, mais là, on a vraiment sauté dedans et il faut attendre que les abeilles viennent maintenant. Elle est contente, l'étoile, hein? Mère et fille, elles, sèment leurs premières graines.
En fait, ce que papa il avait fait avec ses tomates, c'est qu'il mettait la graine, puis ensuite il la recouvrait de son épaisseur. Oui, c'est ça, l'épaisseur de la graine, mais il mettait quelque chose par-dessus. Ça a un peu toujours été mon rêve de petite fille depuis très longtemps, et m'imaginer avec des animaux, être dans l'herbe avec mon chien, puis vivre, dès qu'on va dans le jardin, on a son goûter. C'est un peu, ça a toujours été un rêve en fait. Allez, tiens. Ouais, la bloque. Pour vivre en harmonie avec la nature, cette famille va devoir s'adapter à une vie plus modeste. Pierre a renoncé à un très bon salaire. Il y a des gens qui ne comprennent pas que je puisse faire une reconversion et que je puisse lâcher ça. Il y en a qui me disent, qui me regardent vraiment et ça se voit sur leur figure, mais tu as été viré ou tu n'étais pas bon ou tu... Non, pourtant j'étais plutôt apprécié dans ce que je faisais, mais moi ça ne me satisfaisait pas. Je suis très conscient que le métier que je vais faire me demandera 10 ou 12 heures par jour et que si ça marche bien, je vais gagner 1 000, 1 200 € par mois pour bosser pour le mercredi soir à faire mes 35 heures. Mais dans les 50 ans qui viennent, j'espère, plutôt que ça, il y aura un vrai changement sur l'image du paysan et sur l'image de ces gens qui reviennent, pas cultiver la terre, mais prendre soin de la terre pour qu'elle nous nourrisse. Et devenir maraîcher ne s'improvise pas. Alors, ce commandant de bord reprend le chemin de l'école. Sa prochaine escale, une ferme-école biologique en Sologne. Pierre est convaincu de son choix malgré la crise que traverse l'agriculture. Moi, les gens qui se suicident, 2 agriculteurs qui se suicident par jour, ça me sidère et ça me désole parce que ce métier-là, qui était fantastique il y a 100 ans, a complètement dérivé dans un système qui pressurise les gens et où il faut emprunter, il faut augmenter la production, il faut toujours plus. Moi, ce que je veux, c'est une petite ferme à l'ancienne, comme au sortir de la Seconde Guerre mondiale en France, où il y avait des milliers de petites fermes et où les gens faisaient des légumes et nourrissaient le village. S'inspirer du passé pour réinventer l'agriculture. C'est ici, à la ferme Sainte-Marthe, que Pierre va passer les 10 prochaines semaines. Dans sa promotion, 37 élèves entament comme lui une seconde vie. Et si le néo-paysan, issu des villes et surdiplômé, était une nouvelle espèce en voie d'apparition? Avant, j'étais cadre dans des directions financières de grands groupes du CAC 40. Avant, j'étais pompier, Directrice d'hôpital, graphiste, Artisan dans le bâtiment, infirmier en vadrouille. hôtesse de l'air. Responsable de communication dans une banque. Avant, j'étais pilote de ligne. Demain, je serai maraîcher bio. C'est dans une salle de classe que ces futurs maraîchers passent le plus clair de leur temps. Ce qu'on va voir, c'est l'entrée de ces éléments minéraux dans la plante et comment ça va être véhiculé dans la plante. 4 heures de cours sur la microbiologie des sols et des plantes. Et les élèves découvrent toute la complexité du savoir paysan. Le calcium, alors, vous voyez, là, j'ai parlé de NPK. Cela dit, dans les macroéléments, les éléments importants, donc à part CHO, NPK, on va retrouver aussi Ca, Mg. Le calcium et le magnésium, ils vont fonctionner ensemble, ces deux-là. Si le magnésium est trop important, le calcium va venir réguler cet excès. Il semblerait qu'en fait, faire pousser des légumes, ce soit presque aussi compliqué que de faire décoller un avion. Largement aussi compliqué, voire même plus pour moi. C'est très scientifique, c'est très technique, c'est très pointu, c'est énormément de connaissances, c'est énormément de vocabulaire. Oui, c'est un vrai métier, c'est vraiment... Oui, pour moi, c'est même plus difficile. Largement plus difficile, oui. Vas-y, pose-le dans l'eau. Voilà. C'est superbe. Oh là là, c'est superbe. Comprendre la vie du sol, de sa faune et de sa flore, un enseignement clé. Dans cette école alternative, tout est fait pour remplacer les produits chimiques par la connaissance de la nature.
Sur cette exploitation de 3 hectares, les apprentis maraîchers s'initient aussi au travail manuel. Là, tu vois, trop de gestes. T'avances petit, même t'es pas obligé, il faut pas te taper, hein, parce que sinon à la fin du rang, t'auras plus de poignée. Mais... Il y a 8 ans, Katia, leur formatrice, était cadre dans le tourisme. Tu vois ? Et la terre, elle est super souple. Donc la mission, si on l'accepte, c'est de récupérer les palox, on va les mettre dans le bon sens, d'accord ? Les palox en plastique, et on va les charger en fumée. Vous avez vu un peu la qualité ? Et aujourd'hui, cette maraîchère passionnée s'extasie devant un tas de fumier. Il est fait à côté, pas loin de Orléans. Il est magnifique, hein. Ah non, mais moi, c'était Noël. Quand je l'ai reçu il y a 2 jours, pour moi, c'était Noël. On peut mettre tous les diamants et tout l'or du monde. Voilà, ça, c'est mon or à moi, quoi. C'est juste magnifique. C'est un beau cadeau pour mes courgettes, mes courges, etc., etc. Fourches, vous avez ça ? Ramenez toutes les fourches. J'avais un très bon salaire en tant que cadre à Paris, il y a quelques années de ça. Et donc la richesse, c'était d'avoir le dernier sac à la mode, parce que la couleur de l'année avait changé. Moi j'avais une collection de bottes hallucinantes, des habits en conséquence, parce que quand on a des responsabilités, il faut qu'on soit à la hauteur de cela. Et maintenant, j'échangerai toute ma garde-robe de l'époque contre ça. Les priorités de Katia ont changé. Maintenant, elle tient à enseigner le bon geste à ses futurs paysans. Désherber, biner, sarcler, des travaux répétitifs qui abîment le corps s'ils ne sont pas faits avec précision. Ton manche, tu le prends déjà plus bas, tu auras moins d'efforts à faire que si tu le prends là, et descends plus. Et par contre, aide-toi pareil. Aide-toi avec ton pied. Aide-toi, le ciel t'aidera. Parce que sinon, c'est tout votre dos qui va prendre là. La formation, c'est aussi se confronter au quotidien du maraîcher. Il faut pouvoir tenir tous les jours de la semaine, toutes les semaines de l'année. C'est pas une activité qu'on fait en hobby le week-end. Tant mieux. Il faut des potagers, il faut des gens autonomes déjà alimentairement. Nous, on est là pour produire. Donc, il faut un rythme et il faut le suivi derrière. Et ça fait partie du travail, quoi. Clairement. Il faut qu'ils puissent se confronter à ça sur une journée entière, sur plusieurs heures. C'est pas juste biner 10 mètres, c'est biner 80 mètres de long, quoi. Est-ce que déjà moi, je suis capable, en tant que stagiaire, même si c'est ce que j'ai envie de faire, est-ce que physiquement, je suis capable de le faire avec 40 degrés au soleil ? Ou alors avec moins 10 degrés et les pieds dans la boue, quoi. C'est aussi ça. Et c'est important qu'ils le fassent, qu'ils se rendent compte de leur capacité physique à le faire. Tu les prends comme ça. Tu vois, si tu fais comme quand les novices au piano, comme ça. Mais je suis encore pas bien joué du piano. Moi non plus. Mais il y a 104 trous à remplir, plus 20 plaques à faire dans la journée. Si tu fais comme ça à chaque fois, tu vas perdre un temps. Et le temps, c'est de l'énergie. Et on a besoin d'énergie. Donc, on y va. Ah, c'est un travail chirurgical, oui, là, c'est vraiment, on travaille dans le petit, là. C'est bon, la torture pas plus. Et là, par contre, n'oublie pas. D'accord. Ah, t'as mis ta tenue de travail adaptée. Absolument. T'as mis tes galons dorés? Ouais, absolument. Ouais, regarde. Je vais mettre les miens, les argentés. Alors. T'es trop propre en fait. T'es beaucoup trop propre pour être maraîcher. Il faut des galons, regarde. Voilà. Oh, j'en mets qu'un demi parce que pour l'instant, je peux pas aller au-delà d'un demi galon. Allez. On n'est pas unique et c'est ça qui est génial, c'est de se dire je grenouillais dans mon sens à dire j'en ai marre de la société. Mais là on a une vraie dynamique de se dire on veut changer la société, on veut changer le monde. Et on a beau être tous d'horizons, d'âge ou de milieux différents, on est tous motivés par je veux revenir à la nature, je veux mettre les mains dans la terre, je veux faire pousser des beaux légumes, je veux ce retour. Un retour à la terre pour donner du sens à leur vie. Engagés, passionnés, ces nouveaux paysans sont en quête d'une agriculture respectueuse de la nature. À l'opposé de ces paysages standardisés. Dans cette plaine normande,
Pas un arbre, pas un insecte, pas même un agriculteur, mais des champs de culture intensive à perte de vue. Au milieu de ce désert agricole, la ferme de la Mare des Ruffaux. Un petit Éden de 2 hectares où la nature reprend sa place. Le fruit du changement de vie de Linda et son compagnon. Je me suis échappée de ma prison personnelle pour venir créer mon paradis, à moi. Il y a 6 ans, à la même heure, je partais au travail dans l'immobilier sur les Champs-Élysées, donc petite parisienne, je mettais mes souliers et j'allais au bureau, m'enfermer et traiter de questions d'argent, d'accumulation de capital, des choses qui au final m'apportaient peu humainement. Donc là, la différence, c'est que c'est la ferme qu'on a créée à 2. C'est notre projet personnel. Pour nous, ça va dans le bon sens. Donc ça nous enrichit énormément et on est fiers de ce qu'on a créé. Et puis c'est un petit paradis, quoi. C'est un petit oasis qui nous demande beaucoup, mais qui nous ressource aussi énormément. Le couple s'est lancé dans l'aventure avec tout juste 15 000 € et un RSA pour 2. Mais ils ont eu de la chance. La famille d'Édouard est propriétaire du terrain et leur loue pour une somme symbolique. Dès leur installation sur cette micro-ferme, ils plantent plus de 300 arbres. L'arbre est le pilier de leur système agricole. Ils travaillent en agroforesterie. Les racines des arbres nourrissent le sol et stimulent la pousse des légumes. Leurs branches protègent les cultures du vent et du soleil. Le bois et les feuilles mortes se transforment en engrais naturels. Voilà, parfait. Moi, je me mets de l'autre côté. Du coup, après les framboises, on se met sur les patates. Ouais, ce serait bien pour leur panier. Et il y a de la belle de Fontenay qui est prête. Linda et Édouard favorisent le travail de la nature et la laissent œuvrer par elle-même. Nous, notre pari, c'est de se dire qu'on pouvait remettre la vie là où elle n'était plus. Ici, on est parti vraiment d'un champ, d'un ancien champ céréalier conventionnel, donc qui avait reçu beaucoup de pesticides. En 6 ans, on voit le résultat, c'est extraordinaire. La vie est revenue. Donc, que ce soit en termes de végétaux, mais aussi de faune. Là, on entend tous les oiseaux. On a plus de 60 espèces d'oiseaux qui sont revenus sur ces 2,8 hectares. Donc on pense toujours aux gîtes et aux couverts de nos copains les oiseaux et hérissons et compagnie qui sont pour nous des compagnons également dans cette ferme. On n'est pas que 2 maraîchers, on est vraiment nombreux à travailler. Donc c'est l'approche de vouloir favoriser leur bonheur à eux pour arriver à notre propre bonheur. Donc cette coopération avec la nature, elle porte vraiment de magnifiques fruits. Linda et Édouard sont des paysans chercheurs. Ils explorent un nouveau modèle agricole. En quelques années, leur micro-ferme est devenue un véritable laboratoire pour les paysans de demain. Charlotte, non, ce sera pas ça, je pense pas. Tu coupes à ras et après, au-dessus de la caisse, tu redivises ce que tu peux encore récupérer qui est mangeable et puis le reste, tu le jettes dans l'allée. Okay. Et donc là, ça permettra que les prochaines récoltes, ça repartira du bas et ça refera de la petite pousse Mizuna comme on aime bien. Il y a quelques mois, Thibaut a quitté son métier de reporter de guerre pour suivre une formation d'agriculteur. Il a choisi la voie classique, un enseignement très différent de ce qu'il expérimente ici en stage. Linda et Édouard, c'est sûr, c'est des pionniers. Ils se sont lancés dans un modèle, alors qu'au début, il n'y avait pas forcément d'études pour montrer que c'était viable et tout, mais ils y ont cru. Et aujourd'hui, ils nous montrent que c'est possible, quoi. Et là, moi, je pense, après 5-6 ans, il est temps que dans l'enseignement, on se rende compte que voilà, c'est possible, c'est viable, c'est sûr. Et donc, il n'y a plus de raison d'être inquiet par rapport à ce modèle, quoi.
En fait, la principale différence, je pense, entre le modèle qu'on nous apprend à l'école et le modèle qu'on peut voir ici, c'est l'argent, quoi. C'est l'investissement. À l'école, on nous pousse à faire construire un bâtiment, faire construire une chambre froide, acheter un gros tracteur, acheter des outils, acheter des serres neuves avec des primes du département, je sais pas quoi. Et en fait, ici, tu te rends compte qu'avec du bon sens, de la récup et peu d'investissement, bah, c'est carrément rentable, quoi. Pas d'emprunt, pas de machines ni de produits chimiques. Ces deux-là viennent secouer un monde agricole asphyxié par les dépenses. Mais cette recherche de liberté a un prix. Il faut pas non plus en faire une carte postale, c'est pas l'idée. Alors là, il fait beau, il y a des framboises, on est heureux. Mais il y a aussi des moments difficiles, il y a le fait d'être à contre-courant qui peut aussi représenter des vrais obstacles. On n'est pas toujours bien accueillis par les acteurs historiques, on a beaucoup de choses à prouver, on n'est pas du métier, on n'est même pas des fois de la région. Donc tout ça c'est quand même pas simple, mais c'est faisable. Même des gens qui ne sont pas du métier peuvent y arriver, mais encore ça demande beaucoup d'énergie. Et il faut s'entourer, il faut se confronter, il faut se remettre en question sans arrêt. Mais ça vaut le coup, quoi. Alors voilà. C'est là ce qui manque. Un pari risqué mais gagnant. Très tôt, leur démarche a séduit les gens du coin. Ils ont une clientèle fidèle et investie qui redécouvre des saveurs oubliées. Là, il y a deux sortes de navets. Il y a les navets blancs, c'est les Tokyo Cross, les japonais. Et les violets, c'est des navets de Milan. Et ça se mange cru, surtout les printaniers. Tu les coupes en fines lamelles, ou tu les râpes, ou en petits dés, avec les radis, dans le mesclin. Et puis, et c'est une tuerie, quoi. Donc ouais, dans les navets, ça se mange bien. Hein. Non. C'est super bon. Pour pérenniser l'activité de ces toutes petites fermes, 20 familles prépayent leur panier de légumes au début de chaque saison. Elles leur garantissent un revenu, même dans les moments difficiles. L'année dernière a été pourrie sur le plan de la météo. Ça a été compliqué. Hein. On s'est dit, on les voyait un peu déprimés en se disant est-ce qu'ils vont tenir le coup, est-ce qu'un jour ça ne sera pas fermé parce que ils vont pas tenir. Ça fait peur quand même aussi. Les grands magasins, on se pose pas la question s'ils vont fermer un jour. Hein. Ces nouveaux paysans ne peuvent compter que sur leur force de travail et la solidarité de leurs clients. Le système d'aide agricole favorise les grandes exploitations. Plus on a de surface, plus on a d'aide. Alors forcément, avec leurs 3 hectares, Linda et Édouard sont hors course. Là où il y a une injustice, c'est qu'aujourd'hui, la politique agricole ne va pas dans le sens de nous aider en priorité. Nous qui sommes un petit peu les innovants et les personnes les plus investies dans la préservation du commun qui concerne tous les citoyens, c'est-à-dire la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité des aliments et la qualité du lien social. Depuis l'après-guerre, l'agriculture a eu comme unique mission de produire toujours plus, pour toujours moins cher. Nos campagnes se sont progressivement transformées en usines. Au cœur du pays de Caux, 300 hectares de céréales. Ces champs appartiennent à Olivier. Ce grand céréalier, fils d'agriculteur, est revenu des pratiques intensives. Pendant 20 ans, il a exercé son métier tel qu'on lui a inculqué, repoussant la nature hors des champs à coups de pesticides et autres produits chimiques. Pendant des années, je pensais que la course à en fait, la rentabilité passait par la productivité, par la production et par l'agrandissement. En fait, un mécanisme qui est très industriel. Et la grosse charge de la ferme, c'était les machines, les tracteurs. Et finalement, on a toujours besoin de plus de surface pour être rentable. Également, on produisait plus comme ça. Mais c'était une course à la productivité
Et maintenant, j'ai changé parce que mon système me paraissait à bout parce que j'avais des problèmes. Il y a 4 ans, Olivier fait face à un constat alarmant. Ses rendements baissent à vue d'œil. À force de maltraiter son sol, il le tuait à petit feu. C'est en descendant de son tracteur pour toucher sa terre qu'Olivier a pris conscience de la richesse de cette vie souterraine. Voilà, ça fait 20 ans que je suis agriculteur et en revanche ce geste, ça fait depuis 4 ans que je le pratique. Ce geste d'aller voir en sous-sol ce qui se passe pour découvrir cette vie, cette terre. D'ailleurs on voit des fourmis et des petits cloportes là. Dans 1 gramme de sol, il y a plus d'individus que d'êtres humains sur Terre. 1 gramme de sol, c'est 10 milliards d'individus vivants. Tous ces petits organismes, ils nous créent une nouvelle fertilité du sol, une fertilité du sol qu'on découvre. C'est mieux connaître son sol pour produire ensemble, donc ensemble, le cultivateur, la plante et le sol, d'une manière beaucoup plus respectueuse de l'environnement qu'auparavant. Aujourd'hui, Olivier sème des céréales dans un champ qu'il n'a pas labouré. Sa grande révolution a été d'arrêter de retourner sa terre pour préserver cette vie du sol. Selon la FAO, le labour, une pratique millénaire, transforme 1 hectare de terre agricole en désert toutes les 4 secondes et menace ainsi notre sécurité alimentaire. Olivier a eu le courage d'aller contre cette tradition transmise de génération en génération. 4 ans après, ce grand changement semble prometteur. Je constate qu'en fait, mes rendements sont plutôt meilleurs, que mes plantes sont plutôt en meilleure santé, ce qui fait que derrière, j'ai pu faire quelques économies. J'ai économisé pas mal de fuel, parce que je consomme beaucoup moins de carburant pour semer. J'ai aussi retiré quasiment tous les insecticides, une bonne partie des fongicides, donc pas mal de produits phyto qui sont embêtants. Donc ça m'a replacé dans cette grande chaîne de la nature où j'ai ma place comme tout le monde, mais je fais partie du cycle en fait. Et si on peut garder des sols qui sont naturellement productifs, on aura moins de mal et puis on sera plus détendu et tout le monde ira mieux, quoi, c'est sûr. Comme Olivier, quelques rares voisins ont eu l'audace de repenser leur métier. Tu mets là ? Oui. Allez, c'est parti. Ces céréaliers, autrefois perchés sur leur tracteur et déconnectés de leur sol, sont désormais à l'affût de la star du labour naturel, le ver de terre. Là, on cherche à compter le nombre de vers de terre qu'on va avoir. C'est plus que des amis, c'est des collègues, c'est eux qui me nourrissent. C'est le pilier du système de production en fait, agricole maintenant. C'est eux qui me font gagner ma vie. Moi je sais qu'au début quand on a commencé, ça me plaisait pas trop de les toucher les vers de terre. Voilà, et maintenant voilà, on y va. Les enfants le font naturellement et on avait perdu ça quoi. C'est vrai. Hein. La première fois tu avais peur, tu voulais même pas toucher. Ma première formation, je supportais pas toucher les vers de terre et aujourd'hui je le fais. Et maintenant tu vas à la pêche. Je vais à la pêche, oui. Donc voilà. Non mais c'est important de le faire en famille aussi ce que tu dis. Moi je le fais avec les enfants. Parce que ça permet de leur expliquer ce qui se passe dans le sol. Non, on n'y aurait pas cru parce qu'on était dans un schéma différent de celui dans lequel on est aujourd'hui. Du conventionnel. Voilà. On était formé dans un certain sens et là on a accepté de se remettre en question et puis on voit notre sol sous un autre angle. Et on est content si le nombre de vers de terre a augmenté d'une année sur l'autre. On se dit que quelque part on a bien travaillé. Et les morceaux de bois, regarde, tu les vois? C'est les champignons qui attaquent. Pour léguer des terres en bonne santé à ses enfants, Olivier a planté plus de 15 000 arbres. Il leur livre son expérience et s'inspire de la forêt. Jamais labouré, c'est ici que le sol est le plus fertile. Et là t'as la terre là. Et la terre, elle est de quelle couleur celle-là?
Marron. Marron et presque noir, hein. Ouais. Ça, c'est la terre qu'on voudrait avoir dans les champs. Parce que souvent, la terre dans les champs, elle est plutôt marron clair. Et ça, c'est de l'humus. Ça, là-dessus, tout pousse. Le regret que j'ai, moi, c'est que je me suis rendu compte de ça à 45 ans. Et que peut-être que si on m'avait mis les clés quand j'avais 20 ans, bah, j'aurais pas perdu 25 ans de ma vie à casser tout ce petit équilibre du sol que je cassais tous les ans pour mettre ma touche, mes engrais, mes produits et produire moins que ce que j'aurais fait sans rien faire. C'est quand même fou de faire 25 ans de travail en se disant que à rien faire, j'aurais fait mieux. Mais bon, c'est comme ça. Transmettre ses terres et ses connaissances de père en fils a toujours été l'ADN du monde paysan. Mais cette filiation naturelle s'est rompue ces dernières décennies. Le métier est devenu trop dur. Bien loin du vignoble familial, Valentin avait entamé une carrière prometteuse de haut fonctionnaire. On va voir les copains-copines? Viens, petite. Viens voir. On change de bras, tu me dis au revoir? À tout à l'heure. Bonne matinée, petite. Il a décidé de revenir à Poligny, sur ses terres natales du Jura. Valentin a pris la relève de son père, Jean-Luc, sur un domaine viticole de 6 hectares. Ah, les chardons, ils se sont pris un sacré coup. Ah, ils ne repoussent rien du tout. Bon, on va regarder là. 3 ans après son installation, Valentin est violemment confronté à la difficulté du métier. Putain, c'est quand même un peu faible. Quelques heures de gel ont suffi à détruire tout le travail de la saison. Là, il en manque 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ouais, 14 grappes qui manquent là, tu vois. Ah, ça fait mal. Là. Ah, c'est sûr que ça fait pas plaisir à voir. Non, mais là, il n'y aura rien. C'est même pas la peine de... Il n'y a même pas besoin de les chercher. Il n'y en a pas. Oh là là. Bah, la situation est très claire. C'est-à-dire que là, on a gelé quand même à 60-70% de moyenne. Mais c'est bien simple, ça veut dire qu'on perd 60 à 70% de revenus de l'exploitation, quoi. Alors, pas de salaire, quoi. Mais bon, il y a aussi des économies. Alors, j'ai un jardin, j'ai fait un peu plus de légumes cette année, potager, voilà. C'est sûr que j'ai quitté le confort de vie, quoi. D'un point de vue de la rémunération, déjà, là, en quittant mon boulot dans l'administration, en revenant là, quoi. On s'en rend compte des années comme ça, des années où il y a des problèmes. Il y a un sentiment de vulnérabilité, mais je crois quand même que dans les boulots très hiérarchisés, il y a un sentiment de vulnérabilité aussi. De se dire, tiens, alors déjà, la vulnérabilité, aujourd'hui on le sait, dans la vie économique, on peut être licencié le jour au lendemain, ça c'est quand même une vulnérabilité. Et puis la vulnérabilité aussi du gars qui a l'impression qu'il est qu'un rouage dans le système et puis qu'il a l'impression d'apporter sans cesse des bonnes idées puis qu'on ne les retient jamais, quoi. Et lui aussi, il est vulnérable, hein, franchement. Ouais, donc, ouais, bien sûr. Et là, au moins, cette vulnérabilité, on peut pas lui en vouloir. Je peux en vouloir à mon chef, mais pas à la nature. Bah ouais. On peut comprendre avec le recul sur 50 ou 60 ans que les paysans disent à leur fils « Ah ben mon coco, va à l'école et puis fais autre chose parce que nous on fait un boulot de manant et puis on n'en sortira jamais. » Alors moi j'ai l'exemple type, hein, un génie des alpages qui a fait des études tant qu'il pouvait parce qu'il se sentait capable et puis il pensait que c'était un chemin pour changer le monde comme il dit. Finalement, une fois qu'il est arrivé au bout, il a vu que le monde ne se change pas de cette manière-là. Alors il est revenu sur d'autres considérations. Et puis, ma foi, il va vivre ça. Et c'est vrai que lui, il apprécie beaucoup, je pense, cette autonomie, cette indépendance. Là, il
Il est son chef. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai laissé les rênes rapidement, parce que comme ça, il est vraiment son chef, quoi. Pour changer son monde, Valentin a commencé par convertir le vignoble familial en bio. Aujourd'hui, père et fils désherbent à la pioche et mécaniquement. Mais dans les parcelles alentours, leurs voisins continuent de traiter chimiquement. Grâce à Valentin, ce sont quelques gouttes de pesticides en moins dans cet océan chimique qu'est la France, première consommatrice européenne de ces produits de synthèse. Il y a 10 ans, le gouvernement fixe comme objectif de diviser la consommation de pesticides par 2. Un effet d'annonce qui se solde par un échec cuisant. Depuis, l'épandage de ces produits n'a cessé d'augmenter. Jean-Luc ne blâme pas ses voisins. Il sait combien il est difficile de changer de logique. Traité comme ça, on a tous conscience que c'est un souci. Je l'ai fait longtemps, on ne le fait pas par plaisir. On le fait parce qu'il faut qu'on protège notre gagne-pain. Et je ne me sentais pas la capacité de faire ce que Valentin a apporté. Valentin, il est arrivé avec cette idée neuve, puis lui, sans l'a priori que j'ai moi, de passer en bio avec des produits naturels et tout ça. Et il a bien fait, on a bien fait. Et puis moi, je ne l'ai pas freiné. J'ai juste mal dormi pendant 1 an en me disant la première année, ça ne va pas être facile. Dis-moi, c'est quoi ton ressenti quand tu vois ton voisin là asperger Je ne vais pas dire que ça m'embête pas, ça m'embête. Ceci dit, je pense beaucoup à l'idée de preuve par l'exemple, c'est-à-dire qu'effectivement, des gens comme mon père, par exemple, ils n'avaient pas l'exemple sur en local, à Poligny, qu'il y avait en bio, finalement, c'était possible. Il y a une peur qui est légitime du bio, c'est plus risqué, c'est vrai. Donc moi, je comprends cette idée-là, mais une fois que les gens ont la preuve par l'exemple que ça marche, eh ben, ça déverrouille des blocages dans la tête. Et donc, je suis tout à fait optimiste pour l'avenir. En attendant, pour le moment, je maintiens. Je ne peux pas dire que ça ne me pose aucun problème, mais je suis assez optimiste pour l'avenir. Il paraît en effet que rien n'est plus contagieux que l'exemple. Mais encore faut-il que les alternatives à la chimie systématique soient encouragées. Pour soigner leur vignoble, Valentin utilise des remèdes naturels à base de fougères, de consoude ou de prêle des champs qui poussent aux abords des vignes. Ces plantes, appelées les 3 mousquetaires, font régner ordre et prospérité dans les champs. Il y en a moins là. Si on continue, on en trouvera là-bas. Pourtant, les gouvernements successifs s'acharnent à les maintenir hors la loi. Venir cueillir de la prêle à côté de ces vignes, ça montre un élément assez simple, c'est que notre trousse à pharmacie disponible pour traiter nos vignes, elle est sur place. C'est pas la peine d'aller à l'autre bout du monde chercher des produits chimiques fabriqués dans des usines je ne sais où. Regardez, la vigne est là, la prêle est là. Et bizarrement, il y a quand même des lobbies divers qui essaient de mettre un terme à cette utilisation gratuite des choses par des règlements complètement absurdes où on n'aurait plus le droit d'utiliser certaines plantes en décoction, en purin, alors que c'est un usage millénaire, quoi. D'un point de vue bon sens paysan, c'est complètement absurde de vouloir interdire ce genre d'usage. Si on se met dans la peau d'un lobbyiste, on comprend qu'ils aient très envie de le faire. Cela dit, techniquement, moi je vois ça, puisqu'on le fait depuis pas très longtemps, ça demande quand même des connaissances beaucoup plus importantes pour le paysan. Je me rends compte que moi, ces trucs-là, j'y connais, mais rien du tout, quoi. Tu me parles de consoudre, je ne sais pas la reconnaître dans la nature. Alors c'est là où moi, je suis un pur produit de la formation technique de l'enseignement agricole.
j'y connais rien à des choses de base qu'on devrait commencer par apprendre ça, quoi. Pour Valentin, un bon vigneron est également un peu herboriste. C'est donc grâce à une infusion de plantes sauvages qu'il espère revivifier le système immunitaire de ses vignes. C'est un moment privilégié parce qu'on est vraiment en communication quoi, avec le végétal. Il y a la plante et puis il y a moi qui suis là, donc c'est pour ça que voilà, faut pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui dérange. On éteint le téléphone. Alors là, tout passe après. Hein. Et je le fais particulièrement sur cette parcelle-là. Parce que c'est une parcelle qui avait des problèmes, quand je suis revenu prendre le domaine, qui avait des problèmes de blocage du sol, de sol qui ne fonctionnait pas forcément très bien. Et puis depuis qu'on a mis donc, les engrais verts plus cette dynamisation, eh ben, la vigne, on sent qu'elle repart. Quoi. Elle est plus vivante qu'avant, elle est plus verte, elle a plus de raisins. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui va mieux. Quoi. Alors bien sûr, il aurait fallu faire un vrai protocole scientifique pour dire que c'est grâce à ces deux choses-là. En tout cas, ce serait difficile de croire que c'est à cause d'autre chose, puisque on n'a rien fait d'autre que ça, donc voilà, on fait ça. Ce que je dis toujours, quoi, c'est un peu de l'ésotérisme. Il y a des fois, on se demande s'il faut y croire. Mais moi, j'ai constaté, même moi, assez sceptique, constaté que ça change le fonctionnement de la vigne. Faut imaginer ça en plein été, il y a quelques années. La végétation peinait à dépasser la hauteur des piquets. Puis maintenant, c'est vert, ça pousse, les grappes sont mûres. Ça fait rigoler beaucoup de collègues, hein, parce que « Ah toi, t'es passé en bio, si on avait pensé à ça. » Ça fait rigoler, quoi. Finalement, tout le monde peut y arriver. Une autre agriculture est bel et bien possible. Les lignes bougent doucement. Mais tous les agriculteurs n'ont pas eu, comme Jean-Luc, un détonateur bienveillant pour faire bouger leurs certitudes et leur métier. Surendettés, certains sont acculés. Frédéric est laitier dans la Sarthe. Il n'a pas eu d'autre choix que de se remettre en cause. C'était tout simplement une question de survie. Vous allez la manger tout à l'heure, elle sera toujours là, l'herbe. Allez, allez. Jusqu'il y a 3 ans, ses vaches et lui ne profitaient jamais d'un tel spectacle. À longueur d'année, ils vivaient enfermés à l'étable. Frédéric travaillait 7 jours sur 7. Il était devenu l'esclave de son métier. Le matin, je me lève, je vais chercher mes vaches dans la prairie. Et puis c'est vrai que je suis peut-être pas le premier à me lever, mais la nature se réveille, le soleil n'est pas encore tout à fait levé. On entend les oiseaux, il n'y a aucun bruit autour, c'est vraiment merveilleux. Et je ne regrette pas, c'est vrai qu'on se privait de cette nature qui est splendide pour moi. Le paysage est d'autant plus beau que Frédéric le redécouvre avec les yeux d'un homme qui revient de loin. Allez! À l'image d'un monde agricole à bout de souffle, Frédéric a touché le fond. Je me levais le matin parce que j'avais pas le choix. J'avais vraiment pas envie de me lever, mais je le faisais parce que fallait vraiment que je vienne l'extraire. Et parce qu'on se levait le matin pour plus rien gagner. Et le métier que je faisais me plaisait plus, on va dire. J'avais perdu goût à mon travail. J'arrivais vraiment plus à... J'ai même fait un burn-out, hein, il y a déjà 2 ans et demi de ça. J'ai fait 4 mois en arrêt de travail à cause de ça.
que je ne pouvais plus travailler. J'ai lâché prise, hein, mon corps est perdu et je me suis enfermé sur moi-même, moi. J'ai eu beaucoup de mal à aller demander de l'aide, on va dire. J'avais ma fierté, je pense. Je me disais que j'y arriverais tout seul. Et c'est un tort, faut jamais se dire ça. Faut pas avoir peur de demander de l'aide aux autres. Et ça, c'est le côté humain, je pense. Et ça tue le silence? Ça tue et ça même la vie de famille, ça a été très compliqué nous à un moment parce que quand il y a beaucoup de problèmes comme ça, c'est des mauvaises ententes. Madame a des factures à payer, j'ai dit mais t'inquiète, ça va venir plus tard, et elle me dit c'est bien, mais tu me dis toujours plus tard, mais c'est quand plus tard? Et c'est vrai que dans notre couple, ça a été très difficile à un moment. Et c'est souvent la vie de famille qui subit la première. Hein. Parce que nos enfants aussi, même si on leur a pas dit, ils sont pas dupes, hein, ils vivent avec nous. Hein, je peux même remercier mes enfants, c'est eux qui nous ont vraiment aidés à se sortir d'ici. C'est nos enfants aînés qui nous ont sortis. Pourquoi? Financièrement, je veux dire. Ça doit pas être l'inverse normalement. C'est les parents qui aident les enfants, pas le contraire. Mais là, ça s'est fait comme ça et je les remercie vraiment parce que c'est vraiment important. S'ils nous avaient pas aidés, on serait plus là. Voilà. En plus du soutien des siens, ce qui a sauvé Frédéric, c'est de repenser totalement son système de production. Le business du lait lui a fait oublier ce que nos enfants apprennent à l'école. La vache est un herbivore. Aujourd'hui encore, on enseigne à nos éleveurs laitiers que pour faire du bon lait en grande quantité, il faut les nourrir de maïs et de soja. Il y a 3 ans, il n'y avait que du maïs. Parce que j'avais un système basé sur le maïs. Je donnais que du maïs tous les jours à mes vaches. Et je les soignais au maïs tous les jours, matin et soir. Et voilà, par rapport à des problèmes financiers, j'ai changé mon système. Je suis parti sur un système toute herbe. Et moi, ça me convient bien. Je pense que ça convient même tous les voisins autour. Parce que avant, j'avais du maïs au pied de leur porte et les pesticides, je traitais au pied de leur porte. Hein. Je pense qu'ils apprécient. C'est plus beau à voir. Avant, je voyais rien là. Hein. Je voyais du maïs. Quand il est haut, on voit plus rien là. Là, on voit vraiment une campagne. Et puis on a une chance, c'est que on en a même à côté. Là, mon voisin, il est tout en herbe aussi, hein, par là. Et c'est vrai que la campagne est bien plus belle à regarder. Hein. Frédéric ne serait jamais sorti de ce naufrage économique sans l'accompagnement de l'association Sivam et de ses conseillers comme Étienne. Avec une idée simple, le soja et le maïs lui coûtent cher, alors que l'herbe, elle, pousse gratuitement. Bon là, le trèfle tout est au bon stade. Hein. Oui, tu es même déjà... On est déjà à plus de 20, ouais. Si on regarde, on a quand même une proportion de trèfle qui est importante. Qui est assez importante. Nous, on est là pour montrer aux éleveurs qu'on peut faire autrement, qu'on peut produire du lait autrement qu'en donnant aux vaches laitières du maïs et du soja. Eux-mêmes, sans le savoir parfois, ils ont des marges de manœuvre sur des postes de charge. Sur le coût alimentaire, c'est un des premiers postes de charge sur les élevages laitiers en France. Vous voulez déjà faire de l'herbe? Il y a quelques années, on nous a déconseillé. On nous a dit si vous faites ça, vous allez droit dans un mur. Faut produire, comme disait Étienne, faut produire pour gagner plus. Et on avait fait un tour de table, nous, avec notre banque, conseiller de gestion et contrôle laitier. Et qu'est-ce qui est sorti de la table? C'est que produisez votre quota encore plus et vous arriverez à en sortir. Et ça a été pire, on a été dans le mur. On fait beaucoup de chiffre d'affaires, mais il reste rien. On est là pour faire vivre nos banques, les firmes d'aliments, tous les lobbying. Hein. Et puis nous, il ne nous reste rien. Et je pense que si personne nous dit qu'on peut faire de l'herbe et réussir, on ne le fait pas. Alors que ça marche. L'année dernière, Frédéric a économisé 40 000 €. Il est devenu autonome pour l'alimentation de ses vaches. Ses conseils pertinents et désintéressés sont précieux dans un monde agricole où l'isolement est souvent le revers de la modernisation. Allez-y, entrez, vous êtes les premiers. Pour sortir de cette solitude, certains éleveurs de la région se regroupent au sein de l'association Solidarité Paysans. Ce soir, la réunion a lieu chez Frédéric.
L'association invite les agriculteurs en difficulté à renouer avec cette entraide qui a longtemps fait la fierté et la force du monde rural. Qu'est-ce que m'a apporté Solidarité Paysan? C'est de retrouver ma place de chef d'entreprise que j'avais perdue. J'écoutais trop les conseillers extérieurs, hein, que ce soit d'aliments, tout le monde, on va dire. Et ça m'a réconforté aussi dans mon travail, c'est que c'est moi le chef d'entreprise, c'est moi qui prends mes décisions maintenant, c'est plus avec mon épouse. Si on n'avait pas vraiment rencontré cette association-là, on n'en serait pas sorti. Hein. Je pense que je serais pas. Qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Je serais plus agriculteur. À l'époque, quand j'étais en redressement judiciaire, je n'en parlais à personne. Mes voisins ne savaient même pas. Personne, ni ma famille. Il n'y avait personne. Pourquoi? J'avais peur des gens. J'avais trop peur de ce qu'ils disaient. Moi, j'avais peut-être eu une fierté quand j'étais fière de moi, d'avoir monté mon exploitation et de l'avoir perdue comme ça. On ne peut pas... moi, je ne pouvais pas en parler. Juste quand on a fait l'ouverture du redressement judiciaire, la veille du redressement, j'ai voulu recommencer une deuxième connerie. Mais là, d'un coup, je me suis promené avec une corde dans la cour. J'étais en face mégéniste et j'ai fait appel à l'aide à Claude. Il est venu tout de suite, immédiatement. D'un coup, on a été à l'hôpital d'Alonne. C'est moi qui a demandé à me faire incarcérer, interner pendant interner pendant quelques jours pour comprendre ce que j'avais. Et c'est là que ça fait du bien dans l'association. On n'est pas jugé, on est écouté, on est aidé. Par exemple, on avait tellement rencontré de gens avant qui nous avaient démoralisés en disant vous êtes bons à rien. C'était ça qu'on a entendu aussi, vous êtes bons à rien, il faut vendre, jamais vous y arriverez et tout. Et puis donc on avait fait un peu la solidarité, et puis donc c'était Benoît et puis Mathieu qui étaient venus. Puis on a tous pleuré ensemble, on était 5 et on a tous pleuré ensemble. Quand tu vois des gens qui pleurent avec toi, c'est pas que c'est rassurant, mais tu te dis t'as compris. Et ça c'est... Tu te sens pas tout seul? J'ai trouvé vraiment une grande famille en fait. J'ai trouvé pour moi une grande famille. Je suis contente de passer énormément de temps avec vous. Voilà. Non, c'est important. C'était important pour même mes enfants. Parce que, on avait besoin... À l'heure où les éleveurs laitiers sont les icônes du malaise agricole, l'histoire de Frédéric et de ses amis prouve que la souffrance paysanne n'est pas une fatalité. Frédéric est parvenu à redessiner sa vie pour la rendre plus cohérente. Le potager, c'est nouveau. C'est nouveau, oui. On avait arrêté depuis au moins 5-6 ans de faire du jardin. Avant, on cuisinait pas, on achetait que des plats préparés, on va dire. On était habitué en tant que consommateur à acheter tout ce qui était prêt. Hein. Puis d'un sens, on produit, on va dire, plus en bio, et que de l'autre côté, on mange toujours un peu tout ce qui vient des grandes surfaces et tout, qui sont pas, on ne sait pas d'où ça vient des fois, comment c'est fait. C'était pas très logique, c'est un peu ça ma pensée. Le métier que je fais maintenant, aujourd'hui, il me plaît et je suis fier de le faire. Parce que, et en plus, je protège la planète, hein, à ma façon. Mais vraiment, ça a changé ma vie et je suis fier de le faire. Je ne sais pas comment vous l'expliquer complètement, mais c'est en moi et c'est quelque chose qui me porte et j'arrive à... Et c'est pour ça que j'aime mon métier de plus en plus, je pense, parce que je fais le métier que je voulais faire dès le départ. À l'image de Frédéric, le monde paysan entame sa renaissance. Encore fragile, il refait surface et fait sa propre révolution. Au fin fond du Limousin, la ferme collective de la Tournerie. Peut-être une solution à la solitude qui mine les paysans. Depuis 2 ans, 11 amis redynamisent ce coin de campagne. Et comme tous les lundis matins, réunion chaussettes et organisation du planning de la semaine. Objectif de la semaine Apparemment, on pourrait faucher à partir de mercredi. Même demain, en fait. Tu dis pour faucher 1 heure par hectare, enfin 1 hectare à l'heure. Ça fait 1 jour et demi de fauche.
Parce que demain c'est mardi, demain c'est récolte. Mais non, mais demain tu peux le faire. Mercredi, élevage. Et moi, je viens donc mardi, élevage, jeudi, compta. Bon, jeudi soir, on fait notre... Repas festif. On vous prépare quelque chose, les amis. C'est une surprise. Ces trentenaires se sont rencontrés sur les bancs d'une école d'ingénieurs agronomes. C'est là qu'ils ont eu l'idée de s'installer tous ensemble pour devenir paysans. Ils ont reçu 10 000 € chacun d'aide à l'installation et louent les terres à l'association Terre de Liens qui rachète des fermes pour les confier à de nouveaux paysans bio. Jusqu'alors, sur ces 80 hectares, un paysan seul produisait uniquement de la viande. Aujourd'hui, cette bande d'amis a créé 11 emplois et 8 activités différentes. Ici, ils produisent du lait, des légumes, du fromage de chèvre et de vache, de la viande de porc, du pain et même de la bière. Pour compenser les aléas des différentes productions, ils ont décidé de tous se verser le même salaire. Charline a 28 ans, un bac plus 5 et des parents qui ne sont pas agriculteurs. Est-ce que tu te serais installée, est-ce que tu serais devenue éleveuse laitière sans être dans un collectif? C'est la grande question. C'est la grande question parce que on s'est vraiment lancé, du moins en vache, en découvrant au fur et à mesure. On a fait quelques stages avant, mais on s'est lancé à la découverte, quoi. Et je sais pas si je l'aurais fait, ou alors ça aurait été plus dur, je pense. Vu tout ce que ça m'apporte d'être en collectif, enfin toute la souplesse que ça apporte en laitier, t'as que les bons côtés, quoi. Ces paysans pleins de pragmatisme ont fait de l'entraide et de la mutualisation des machines les piliers de leur ferme. Allez, allez, hop, hop, hop. Allez, ma belle, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Ah bah j'ai fermé Justine est chevrière. C'est pas la peine. Et tu veux bien refermer les cornadis, s'il te plaît? Oui. Clémence, elle, élève les cochons et n'y connaît pas grand-chose aux chèvres. Attends. Pardon. Il faut y aller tout doucement vu qu'elle a des énormes mamelles, un crayon. Mais aujourd'hui, elle apprend la traite. Ce week-end, c'est elle qui veillera seule sur tous les animaux de la ferme. Et après, tu fais monter les chèvres. Et pareil, les chèvres, il y en a 3 en monotraite et 3 en bitraite. Ce week-end, c'est Clémence qui est d'astreinte. Donc, c'est elle qui va s'occuper de tous les animaux pendant que nous, on sera en week-end. Donc, ça nous arrive une fois sur 11. Et du coup, dans la semaine, ceux qui sont d'astreinte viennent faire les traites avec nous pour qu'on transmette des petits trucs qui changent d'une fois sur l'autre et qu'il faut remettre au clair. Allez, allez. Fais pas les curieuses. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Yibibi. Yibibi, yibi. C'était avec cet animal-là que je voulais travailler. Je suis moins à l'aise avec le gabarit de la vache ou avec le caractère de la brebis, par exemple. Et être éleveuse et avoir des week-ends, rien que ça, d'un point de vue pratico-pratique, c'est vachement sympa. Justine est en couple avec Pierre, le boulanger de la bande. Ses jeunes parents n'envisagent pas de tout sacrifier pour leur métier. Au sein du collectif, on est très peu à avoir des parents agriculteurs. Donc on a connu, je pense, une vie de famille avec des vacances, avec des week-ends, avec des parents qui sont là. Et je pense qu'on a eu envie de s'installer en agricole en gardant cet esprit que on peut avoir une activité professionnelle tout en ayant du temps personnel, familial, et c'est super agréable. Des cakes avec carottes, courgettes, choux pointus, choux-fleurs. On est combien du coup? On est nombreux, je crois. Ici, chaque jour, il y a de nouveaux chefs en cuisine. Ma sœur d'Hélène a 18, Marius 24.
Ouais, faut qu'on augmente un peu la cadence parce qu'on va être quand même grave à la bourre pour midi. J'espère que ça va suffire 5 cakes. Ça me paraît un peu short. Moi, j'aime bien cuisiner, donc c'est assez cool, quoi. Surtout que du coup, on a accès à des produits assez chouettes que finalement, peu de gens peuvent se permettre d'avoir en permanence. Que ce soit au niveau géographique ou quoi, en ville, c'est assez compliqué d'avoir des produits sains et bons comme ça. Moi, quand j'étais en ville, je me nourrissais pas du tout comme ça, quoi. On est assez fédérés autour de la bouffe, ouais. De la bonne bouffe. Moi, par exemple, j'aime pas du tout cuisiner. Et du coup, au départ, ça me paraissait insurmontable de faire à manger pour 25. Et maintenant, j'ai plus de mal à faire à manger pour 2 au niveau d'adapter les quantités que de faire à manger pour... Bien que ça reste toujours pas ma passion hein, de cuisiner. Mais on a le luxe de pouvoir ne cuisiner que 2 fois dans la semaine, si on veut, de par le fonctionnement collectif. Ça, c'est plutôt vachement chouette. Une belle tranche. Ouais, ça fait chiant. On est 11 amis à la base, on partage tout est mélangé, toutes les relations qu'on a, etc. Mais je pense que c'est la force à la base, ouais, c'est que on est bienveillant, mais ça se travaille aussi. C'est pas tout cuit parce qu'on est amis. Il y a pas mal de personnes qui ont dit que ce serait impossible à faire et que de toute façon, voilà, ça capoterait, on s'installerait pas ou ça exploserait. Et donc là, on voit que ça s'installe et qu'on arrive à concrétiser notre projet. Donc pour l'instant, voilà, on tire pas de grandes conclusions parce que on s'est installé il y a pas très longtemps, mais pour l'instant, ça fonctionne. À partir du moment où on en prend soin et où on attache du temps aux relations. Dans cette ferme collective, les pauses ne sont jamais très longues. Recule par là-bas. La fromagerie et les étables terminées, ils entament leur nouveau chantier, de fournil de la boulangerie. Ils font tout eux-mêmes et échappent ainsi à la spirale de l'endettement. Je suis assez content parce que tout le monde s'est fait la main pendant 1 an et demi, 2 ans pour finir sur le fournil. Pour moi, ça sera bien fait. Une fois que les bâtiments agricoles seront achevés, ils s'attaqueront à la construction de leurs habitations. Pour le moment, ils patientent dans des mobil-homes. Ils n'ont pas choisi cette vieille ferme du Limousin par hasard. Cette région se dépeuple. Et un pavé de vache. Leurs magasins et leurs bars associatifs apportent un nouveau souffle au village alentour. On a été hyper bien accueillis par les agris du coin, par les locaux, les gens du village. Les propriétaires précédents nous ont aussi présenté pas mal de monde et ça a été assez précieux. Il y a vraiment une super dynamique autour de la ferme. Ça nous permet ici, ce lieu de rencontre, d'avoir des gens qu'on ne côtoierait pas normalement. Et là, comme ça, c'est des milieux d'échange. En plus, c'est une nouvelle façon de consommer. J'admire leur façon qu'ils font, ces jeunes. Parce que ça aurait été une propriété qui aurait été peut-être toute éclatée. Oui, des gens qui auraient acheté un morceau et ça aurait été tout éclaté, alors que là, ils ont monté un truc qui est formidable. Là, on voit que c'est quand même... il y a une osmose. Ils sont là, ils sont solidaires les uns des autres. Et c'est ce qui nous plaît. Et cette jeunesse, bien sûr. On avait vraiment cette envie de continuer à faire la fête avec du monde, même si on allait vivre en campagne et exercer ce métier. Et c'est important aussi pour nous de montrer que, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Et
on va sûrement y arriver. Alors que cette bande d'amis a choisi de ramener de la vie dans une campagne isolée, d'autres font celui de devenir paysans au pied des cités. C'est l'histoire de ces 3 bergers qui jouent à saut de béton avec leur troupeau. Quand ils se sont installés comme éleveurs il y a 6 ans, il n'était pas question de quitter leur quartier. Nous, on a décidé de faire l'inverse, c'est-à-dire que au lieu d'aller s'exiler berger en montagne, on vit, notre rêve de berger dans la ville, au milieu des gens, et de montrer que c'est possible n'importe où, de changer de vie, quoi, de rêver différemment. Voilà, c'est pas la peine de partir en haut des montagnes, ça peut être un truc à côté de chez soi, quoi. Au cœur des barres d'immeubles, ces moutons profitent d'herbages étonnamment riches et réveillent les quartiers. Oh, c'est génial, il faut passer plus souvent. Une fois par mois. C'est la première fois que je les vois, moi. C'est vrai qu'on a... les pépères. Oh, et les petits, là. C'est trop génial, ça, Aubervilliers. Franchement. Allez, regardez, vous avez vu, ils n'ont pas peur de nous. Non, regarde, touche celui qui a envie, tu vois, qui reste proche de toi. Les autres, non, ceux-là, tu les laisses tranquilles, tu vois, ils sont peur, ils s'en vont. Celui-là, il a envie que vous lui fassiez des câlins, donc vous pouvez y aller. Ça fait bizarre parce que on n'a pas l'habitude de ça. Il n'y a pas l'habitude qu'il y a des moutons qui viennent comme ça sur notre trêve qu'on joue tous les jours. Le mouton, quand il passe dans la ville, il y a un moment comme au ralenti. Tu vois, tu as toutes les voitures qui ralentissent, les gens qui s'arrêtent. Tu vois, il y a une espèce d'aura comme ça autour du troupeau. C'est assez agréable. Et je trouve que la ville est très supportable avec un troupeau de moutons, en fait. Des moutons au pied des cités, des éleveurs laitiers qui retrouvent goût à leur métier, des pilotes de ligne qui construisent leurs fermes. Pour l'instant, c'est le fait de quelques-uns qui s'accrochent à un rêve, à un idéal. Chacun à leur façon, ces précurseurs réinventent le métier de paysan et explorent le champ des possibles. Voilà, de très beaux moments de dialogue, de solidarité, d'échange entre les générations et des images qui, font bien le dire, font rêver. Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Alors, les téléspectateurs de France 5 vous connaissent bien, sous le surnom de Moots. Avec votre compère Nance, ils peuvent suivre vos aventures dans l'émission Nus et culottés, et ce depuis 5 ans, puisque vous nous faites partager chaque été vos rencontres au fil de vos voyages. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, le principe de l'émission, c'est que vous partez avec un rêve, parfois farfelu, trouver de l'or dans les rivières suisses, trouver un trèfle à 4 feuilles en Irlande, manger un chocolat avec le roi des Belges, plutôt boire un chocolat avec le roi des Belges.